Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 22 juillet de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Où que vous soyez, bienvenue sur les différentes antennes du groupe de presse Le Matinal. Et merci donc de nous consacrer 90 minutes de votre précieux temps pour suivre votre émission sociopolitique Carte sur table. L'ultime rendez-vous aux urnes par voie référendaire se précise. La tenue du scrutin sera l'unique solution pour résoudre la proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise selon les députés du bloc de la majorité parlementaire. Le débat fait rage au sein de l'opinion publique. Les politiciens, mouvanciers comme opposants, se mobilisent. Les opinions divergent. Confronté donc à ce imbroglio, le chef de l'État a préféré donc s'accorder le temps de la réflexion. Partis talons a le dernier mot sur le terrain. Tout le monde donc s'active et on l'attend. C'est dans cette atmosphère que M. Jacques Ayadi et son équipe ont choisi donc pour porter sur les fonds baptismaux le Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. On connaîtra les raisons de la création de ce mouvement politique dans cette émission. Son président est d'ailleurs dans ce studio, M. Jacques Ayadi. Bonjour. Vous êtes également le directeur général des infrastructures au ministère des Infrastructures et des Transports. Avec vous, nous ferons le point donc des différentes réalisations à la date d'aujourd'hui et ce qui reste à faire avant 2021, si vous le voulez bien. Alors, vous allez donc également opiner sur d'autres sujets d'actualité puisque, vous le savez, l'actualité est riche du côté de l'Assemblée nationale. Vous êtes sur Aussi FM émettant de Cotonou, vous êtes également sur Iban FM en synchronisation depuis Parakou pour les auditeurs du nord du pays. Vous êtes également sur Océan Télévision pour ceux qui nous écoutent le soir, bien sûr, les réseaux sociaux. Sachez également que vous êtes écoutés dans les 4 coins du monde grâce à notre application. Vous êtes donc servis, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer une fois encore. Bienvenue à vous tous. Voilà, monsieur Jacques Ayadi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, heureux de vous retrouver ici. Merci beaucoup. Alors, je l'avais dit tantôt en introduction, M. Jacques Ayadi, vous êtes donc le président du tout nouveau mouvement politique, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation donc du Bénin. Alors, quand un ancien syndicaliste se retrouve dans la politique, on se pose mille et une questions. Alors, pourquoi avoir senti donc la nécessité donc, de créer ce mouvement politique, M. Jacques Ayadi? Merci. Peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment mon histoire. Peut-être. Avant même de choisir de devenir un personnage public, ça a été vraiment difficile. C'est vrai que à l'université, votre patron Jacques Tokor le sait très bien, nous avons animé le mouvement estudiantin. Mais quand, en 1995, en octobre, plus précisément, j'ai soutenu et j'ai quitté l'université, je me suis dit que je vais me consacrer uniquement à mon travail. C'est ça. Donc, de 1995 jusqu'à la veille de 2010, personne au Bénin ne connaît Jacques Ayadi. Je voudrais donc rendre hommage à 2 personnes qui m'ont amené à violer violemment, pour citer votre aîné Pascal Todinou, la position que j'avais prise à la sortie de l'université de ne pas m'impliquer dans la vie publique. Ces 2 personnes, premièrement, il s'agit de Malik Gomine, que vous connaissez très bien. Tout à fait. Qui n'a jamais accepté cette décision que j'ai prise. Et chaque fois qu'on se rencontre, à n'importe quelle occasion, il ne faisait que revenir sur ça. Que Jacques, tu ne peux pas passer par perte et profit tout ce que tu as été, tout ce que tu as fait à l'université. Mais il n'a pas réussi à me faire changer d'avis. C'est ça. Celui qui a véritablement réussi à me faire changer d'avis, c'est Nikez Fayon.
Il était le ministre des Travaux publics et des Transports. L'actuel maire de Dessa. À cette année-là, 2010. Donc, il était mon ministre. C'est ça. Je n'étais que le chef de la division temporaire du projet de construction de Godomé à Kassato. Donc, pas un grand chef, pas un grand responsable. Un collaborateur très vulnérable. Mais lorsque le ministre Fagnon a fait une déclaration publique pour dire que de 1960 en 2006, à la veille de la session du président Boniyayi au pouvoir, qu'on n'avait pratiquement rien fait au ministère des Infrastructures et qu'en 5 ans, le président Boniyayi et son gouvernement ont pu faire plus que tout le monde, eh bien ça m'a révolté. Ah oui. J'ai été révolté, j'ai dit non, ça ne peut pas. On ne peut pas dire des choses comme ça. Et pourtant vous étiez très proche en ce moment-là. Je ne sais pas proche, j'étais vulnérable. Il faut le préciser. J'étais chef de division temporaire. Le ministre, à l'époque, pouvait décider de mon sort. Tout à fait. Quand j'ai sorti un document pour dire non, il ne faut pas dire cela. J'ai démontré par A plus B qu'un projet a un cycle. Et tout ce qu'il disait là, que le point, ça ne donnait que 14 km sur 5 ans au gouvernement qu'il défendait. Et c'était son rôle. Mais on peut défendre un gouvernement tout en étant objectif, tout en étant honnête par rapport à ceux qui ont possédé ce gouvernement-là. Quand j'ai sorti ce papier pour dire, vous n'avez fait que 14 km, preuve à l'appui, il y avait un tableau, si vous fouillez bien les réseaux, vous allez voir. Je me rappelle encore comme si c'était hier, qu'il avait pris les coupures de journaux qu'il avait annoté. Il dit DGTP pour droit de réponse. DGTP, c'est l'ancêtre de la Direction générale des infrastructures. Pour droit de réponse. Mais les gens se sont réunis. Mais ils n'ont pas pu. Hein. Parce que moi, je profite également de l'occasion pour rendre un hommage à mes professeurs de mathématiques. Parce qu'ils m'ont formaté dans un raisonnement où quand j'affirme quelque chose, eh bien, c'est que je le démontre. Mais ils sont réunis, ils n'ont pas pu. Jusqu'à la minute où je parle, je n'ai pas eu ce droit n'a pas eu, parce que c'était une logique implacable. Bon, donc, je rends hommage à ces deux personnes. Quelqu'un qui me soutenait, Mali Gomina, c'est un ami, c'est un frère, c'est un compagnon d'infortune. Et puis, Nicolas Fagnon, dans le contexte que ces deux personnes, ils m'ont sorti. Je n'étais pas syndicaliste. Parce qu'on pourrait dire, bon, il a pris le manteau du syndicalisme pour parler. Non, j'étais rien du tout. J'étais un agent comme tout le monde. Donc j'ai commencé comme ça. Mais ça a pris goût après, hein? Je n'ai pas pris goût. Je n'ai pas pris goût. À un moment donné, les collègues du ministère ont dit, il faut qu'on te porte à la tête du syndicat. C'était rare. Un collaborateur se lève pour parler en ces termes. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis. Quand j'ai commencé par avoir des messages, ah Jacques, il faut que tu acceptes de prendre la tête du syndicat. J'ai hésité un peu. Mais après, quand je suis venu à Cotonou, certaines personnes de la maison, pas des moindres, qui étaient même à des postes sensibles, elles m'ont dit, tu as besoin d'une couverture. Il y a d'une immunité par rapport à ce que tu viens de commencer. Parce que tu veux sauver le ministère, en fait. C'est ça. Donc, finalement, j'ai accepté d'aller au syndicat. En numéro 2, je n'étais pas le premier responsable du syndicat. Bon, je maîtrisais le secteur. Donc, quand il fallait prendre la parole sur le secteur, ce n'était que moi. Bon, de fil en aiguille, je suis devenu donc, déjà pour aller sur le terrain public, c'était difficile pour moi. Maintenant, franchir le pas pour aller sur le terrain politique, c'est encore plus compliqué. Parce que je suis un homme totalement indépendant. Je ne suis pas un homme de groupe. Poser la question à Sélafia Ngangbata, poser la question à Joseph Diogbenou,
posez la question à Hubert Mouedi, posez la question à Auden Adalati, ils vous diront que il est très indépendant. D'accord? Si je veux dire quelque chose, si c'est ma conviction, je me lève et je le dis. La pression, c'est ça. Je suis trop libre. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un mot que je ne sais pas. Maintenant, on a pris la décision avec certaines personnes de mettre en place un parti politique. C'est un parti politique, pas un mouvement, c'est ça? C'est pas un mouvement, c'est un parti politique. C'est un parti politique. C'est un parti politique. Des élites. Parce que lorsque vous voyez l'évolution des élites depuis 1960, vous allez voir que le Bénin est malade de ces élites-là. Si quelque chose est noir, on n'arrive pas, pour des raisons que je ne veux pas exposer ici, on peut arriver à dire que non, c'est un peu du jaune. Et là, on manipule le peuple dans tous les sens. En disant ça, il faut quand même rendre hommage aux élites des années des indépendances. Ils ont fait des luttes importantes pour que nos pays puissent s'affranchir de la domination, c'est ça, de la tutelle des colonisateurs. Cette lutte a eu son couronnement par la cession de nos pays à l'indépendance. Mais après ça, les espoirs qui sont nés de cette volonté d'accession à l'indépendance, ces espoirs, rapidement, se sont mués en désillusion. Et puis les choses ont commencé. Jusqu'en 1990. Enfin, disons 1989. Je peux faire comme un break en 72 pour dire, bon, le président Kérékou est venu, il a pris le pouvoir par les armes pour mettre un peu un thème à un monstre à trois têtes, où on dit, bon, voilà, nous sommes incapables de nous entendre, mais bon, moi, je prends pour 2 ans, après il te laisse, toi tu prends pour 2 ans, après comme si... C'était un gâteau, il faut pas le partager chacun. Donc le président Kérékou est venu mettre un thème à tout ça, avec des idées qui n'étaient pas mauvaises au départ. Si ce que ces militaires ont prévu pour le Bénin, les élites n'étaient pas venues galvauder cela, on aurait eu peut-être de bons résultats avec le régime du PRPB. Où, moi je me rappelle encore des choses, des coopératives et autres, où on vous apprenait à faire quelque chose de votre main, de vos mains en dehors, n'est-ce pas, des études que vous devez faire. Je voyais encore à l'époque comment on a créé des sociétés nationales, où bon, vous avez la Société nationale des fruits et légumes, vous avez des sociétés où, on sent qu'il y a une volonté d'industrialisation du pays. Mais tout ça, vous savez mieux que moi. Ça s'est passé de notre côté, et puis nous sommes allés jusqu'en 89 et en 90. En 90, on s'est réunis, et puis à la conférence nationale, et puis bon, on avait dit qu'on avait vaincu la fatalité pour remettre le pays sur les rails, etc. Mais de 90, ça se joue. Est-ce que ça a changé? Aucun président n'a réussi à faire quelque chose. Je parle des élites. Des élites, oui. Parce qu'en fait, il faut pas vous leurrer. Les présidents de la ils sont toujours otages de ces élites-là. Si vous ne le comprenez pas et que tout ce qui se passe, vous mettez ça sur la tête du président, vous vous trompez. C'est pour ça que le président Kérékou a parlé bien sûr des cas tarés, des intellectuels tarés. Bon, en quelque sorte. De toutes les façons, voilà le tableau. Aujourd'hui, nous avons, en 2016, la cession du président Patrice Talon au pouvoir. Avec des méthodes différentes. Surtout avec le courage pour prendre des décisions, pour faire avancer. C'est que des trucs où on pensait que personne ne pouvait y toucher, il arrivait à le faire courageusement, sans crainte. Il va tenir le coup parce qu'on a vu le président Nicéphore Sogo en 90, il a commencé comme ça. On a vu le président Boniye qui a marché. Voilà. Non. Est-ce que vous ne pensez pas? De toute façon,
Il va tenir le cours tout seul. C'est l'entourage souvent qui, comme c'est bien dit. Nous sommes là. Oui, allez-y. Nous sommes là et dit, il y a certaines décisions qui sont prises et on disait on ne pourrait jamais prendre ça. Il prend et il ne craint pas l'impopularité. Ok? Mais pendant que ces réformes-là sont mises en chantier, des élites s'invitent encore dans le débat pour dire que cette feuille qui est blanche et que le président de la République dit que c'est blanc, pour des questions qu'on ne maîtrise pas, il dit non, c'est pas blanc. Je prends, par exemple, la libération de l'espace public. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Je suis d'accord qu'on peut dire... méthode. Oui, mais il ne faut pas seulement se cantonner sur la méthode. Lorsque vous prenez la parole, vous dites d'abord dans un souci éducatif de la masse, de dire d'abord ce qui est bon dans la chose. Avant de dire, eh bien, ce qui est mauvais. Mais lorsque vous passez le tout par perte et profit, et vous dites, ah non, c'est mauvais. Ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un intellectuel, quand il veut opiner sur un dossier, il le fait de façon objective. Moi, j'avais eu le privilège de présenter le bilan des 2 ans du régime de la rupture dans le domaine des infrastructures. Mais quand j'ai pris la parole, je n'ai pas parlé comme une caisse faillon. J'ai dit d'abord l'état des lieux en avril 2016, ce que nous avons hérité. C'est ça. Pour montrer que, eh bien, il y a toujours, lorsque vous êtes en train de tisser une corde, et vous prenez le relais dans cet exercice-là, il y a toujours une ancienne corde, peu importe sa qualité. Mais il faut reconnaître qu'il y a ça. C'est ce que je demande à nos élites. Moi, j'étais en tournée avec mon ministre, je viens de rentrer, et on m'avait dit de venir, je suis venu, mais j'ai vu à Bassi, là, des gens, des populations qui ont besoin de routes. Et elles savent qu'il y a des habitations, leurs habitations, qui sont dans l'emprise de la route. Elles n'ont pas attendu qu'on leur demande. C'est de leur propre main qu'elles se sont mises à détruire ces habitations-là pour bénéficier de la route. D'accord? Donc, si certaines choses se font et que les élites veulent prendre la parole, qu'elles disent ce qui est bon dedans et ce qui est un peu moins bon. C'est ça. Mais venir pour dire tout est mauvais, le moelle sera là pour faire la part des choses. Lorsque vous prenez par exemple l'interdiction comment on appelle, du commerce, de la commercialisation des produits pétroliers de contrebande, et que je vois des élites dont les parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour acquérir le savoir, pour acquérir la connaissance comme eux, mais qui se sont quand même échinés pour financer, pour qu'ils deviennent là, pour pouvoir être leur lumière. Lorsque je vois ces élites-là prendre la parole pour dire que c'est mauvais de mettre fin à ça, en passant par perte et profit, toutes les conséquences de ce que ce commerce crée même pour ceux et celles qui pensent en vivre. Parce que c'est vrai, vous allez au Nigeria, vous achetez du carburant, vous mettez ça chez vous, vous inhalez d'abord, puisque ce n'est pas conditionné, vous inhalez tout ça, et puis après, 10 ans après, vous chopez un cancer, et vous en mourrez. C'est vrai, vous avez eu de l'argent, vous avez pu inscrire vos enfants à l'école, et puis comme ces enfants même ont l'obligation de vous côtoyer dans votre commerce, c'est que vous arrivez à vous rendre malade, en même temps ces enfants-là, et puis après, quelques années après, vous disparaissez, et c'était bon. Ou bien alors, vous êtes là, un incendie vous en prend. On ne voit pas les conséquences, c'est ça. On ne voit pas les conséquences. Donc, une élite normale doit pouvoir dire, voilà. Donc vous êtes là pour rétablir... pour faire ces trucs-là, parce que
Notre pays a besoin d'être réformé. Et pour que ces réformes marchent, il faut que des élites accompagnent. On ne dit pas que ceux qui sont au pouvoir sont des dieux. Ils sont des hommes. Ils peuvent leur arriver de se tromper. Mais lorsque vous prenez la parole, vous dites d'abord ce qui est bien et vous dites ce qui est moins bon. Ce que je ne constate pas, malheureusement, dans ce pays-là. Donc, je parlais des élites tout à l'heure. On ne peut pas dire que toutes les élites ont joué et que personne n'a essayé de... et que c'est nous les premiers. C'est faux. Il y a des gens, et moi je voudrais ici profiter de vos micros pour rendre hommage aux membres du Parti communiste. Moi je veux les respecter toute ma vie. Parce que c'est des gens qui vraiment ont des idées, qui se battent pour un idéal. Mais ils ne sont jamais compris parce qu'ils ils ne sont pas encore compris. Il leur faut peut-être une petite adaptation. Je les invite à faire ce pas-là. Parce que le Bénin a besoin d'eux. Le monde change, il ne faut pas s'ouvrir, il faut rester. Je pense qu'il leur faut une adaptation. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore eu cette adaptation-là qu'on ne va pas reconnaître que ces femmes et ces hommes-là se sont battus. Ils ont payé de leur sang et de leur chair pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont payé de leur chair et de leur sang pour que nous ayons pu aller à la conférence nationale. Donc il faut les respecter et leur demander une adaptation. Lorsque je vois une dame, une brave dame, comme Thérèse Ouanwa, qui a tout donné pour ce pays. Elle a perdu toute sa jeunesse, elle n'a pas pu étudier dans les conditions normales parce qu'il faut que ce qu'elle fait là, elle puisse se discipliner un peu. Il faut respecter, il faut les célébrer. Et je pense que le peuple, à un moment donné, va pouvoir trouver les moyens de rendre... J'avais tenté en 2015 de rendre hommage à cette dame parce qu'elle était candidate aux élections législatives dans la 15e circonscription. Moi, je suis, sans être membre d'un parti politique, je flirte avec des chapelles politiques, mais je suis sorti et dit, cette dame-là, il faut qu'elle réussisse comment on appelle, aux élections législatives. J'ai ouvert un compte mobile money, aller à MTN. L'argent est encore dedans, ce que j'ai mis dedans là, depuis 2015 c'est encore là. J'ai appelé des gens pour dire, venez, on va mettre de l'argent pour l'accompagner à cette victoire-là. On n'a pas réussi. Jusque-là, je me renseigne toujours. Elle n'est même pas portée sur ces sous-là. Les sous-là sont encore dans les comment on appelle, dans les caisses. Etc. Je pense à un certain Laurent Métaillon. Je pense à lui. C'est un combattant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Vous êtes de cœur avec lui, c'est ça? Il est en difficulté. Parce que c'est un combattant. Il a beaucoup donné. Vous êtes un peu gêné par rapport à sa situation actuelle? Pardon? Vous êtes un peu gêné par rapport à sa situation? Je ne suis pas, je ne peux pas me prononcer sur une affaire qui est pendante devant la justice. Mais je sais que c'est un monsieur qui a beaucoup donné, qui a participé à toutes les luttes dans ce pays. Et si il peut s'en sortir, ça me ferait énormément plaisir. Parce que sur les 10 ans là, que nous avons passé, il a lutté. Et puis je ne suis pas convaincu que ce soit quelqu'un qui soit porté sur la corruption. Et pourquoi je le dis? Vous savez, c'est rare. On connaît votre franchise, monsieur. Et monsieur Métaillon a été président du conseil d'administration de la CNSS. Et puis, il m'a fait appel comme personne ressource. Il a fait appel au FONAC comme personne ressource pour l'assister dans la passation des marchés. Et vous savez que quand vous êtes incorrompu, eh bien, vous devez chercher à avoir des mains au niveau de la passation des marchés. Moi, je ne suis pas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et Elias n'est pas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais il nous a appelé pour dire que tant que vous ne me dites pas que tout s'est bien passé, et puis la caution morale, je ne bouge pas.
C'est bien que si vous allez aujourd'hui à la CNSS, vous verrez des notes de service signées du président, Laurent Métaillon, qui nomme un certain Jacques Ayadi, qui est secrétaire général du syndicat de, comment on appelle, d'ATP. Oui. Et puis un certain, il a appelé le FONAC en tant que... Vous avez dit tout à l'heure que moi, je n'ai jamais été un homme de groupe. Il m'a nommé individuellement, mais il a mis le FONAC. Et puis, nous avons participé à tout. Et tant que, quel que soit le rapport qu'on lui fait, il attendait toujours notre... Donc, et puis, il m'a jamais dit, va dans ce sens. Ne va pas dans ce sens. Donc, c'est un homme honnête, c'est ça. je crois fondamentalement. Mais, il y a un dossier devant le tribunal. Je pense que peut-être que la vérité va s'éclater. Et que bon, peut-être qu'il peut s'en sortir. Peut-être un coup monté sur ça. Je ne dis pas ça. Qui va monter le coup? Qui va monter le coup? Celui qui dit qu'il a plus de 2 millions. Moi, personne, le gouvernement n'a aucun intérêt à monter un coup. On a dit qu'il y a un rapport de l'UMOA qui a parlé de retour-commission, ouais. etc. Donc, et puis, la justice est en train de faire des enquêtes. Et puis, on verra bien. On va que le dossier traîne, hein, parce que ça je ne veux pas interférer dans une procédure. Mais on ne peut pas vouloir parler au Bénin des élites, des gens qui ont essayé de faire quelque chose dans ce pays pour que le Bénin s'affranchisse de la domination. On ne peut pas ne pas parler de ces gens-là. En parlant des élites, M. Jacques Ayadi, il y a quand même Mme Célestine Zanou, qui est donc la présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, où on sait, en 2016, vous avez donc suscité sa candidature pour la présidentielle de 2016. Aujourd'hui, donc, vous créez votre parti politique. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, vous l'avez trahi. Quelle réponse donnez-vous à ces gens-là? Bon, je pense que je ne suis pas la personne indiquée à qui il faut poser cette question-là. Il faut la poser à Mme Célestine Zanou, que je respecte énormément. Et elle lui sait. Elle sait que je crois en ses capacités d'occuper les plus hautes fonctions dans ce pays. Et pourquoi vous l'avez lâché? Lâché, c'est vous qui le dites. Mme Zanou est informée, peut-être avant tout le monde, de ce projet-là. De la création du mouvement, de la création, elle est informée. Quelle était sa réaction? Et elle ne m'a jamais dit non. D'accord? Et bon, j'ai avancé. À un moment donné, je n'ai pas voulu directement, comment on appelle, appeler les gens du secte pour ne pas paraître comme quelqu'un qui veut déboucher. Mais c'est elle-même qui m'a dit, pourquoi tu n'as pas appelé ci? Pourquoi tu n'as pas appelé ci? Tu étais d'accord donc pour la création du Donc, ceux qui... D'abord, c'est elle qui a même la phrase. Quand on sait, on ne parle pas. D'accord? Mais quand on parle, c'est qu'on ne sait pas. Donc, ceux qui parlent là, ils ne savent pas. Moi, j'ai maintenu la proximité avec Mme Zanou. Donc, elle est de quel bois? L'opposition, la mouvance, on ne la comprend pas. Depuis, c'est vous qui, justement, côtoyez la dame, vous qui la côtoyez un peu partout. Quelle est la position de Mme Célestine Zanou aujourd'hui? Mme Zanou ne m'a pas dit un jour qu'elle est de l'opposition. Mais quand on fait ses écrits, on a l'impression qu'elle est critique par rapport je sais qu'elle est dans la coalition de la rupture. D'accord? Et c'est cette coalition de la rupture qui a généré le président Patrice Talon au pouvoir. Donc, elle n'est pas de l'opposition. Je n'ai pas encore entendu une déclaration de Mme Zanou qui dit qu'elle est de l'opposition. Donc je suppose qu'elle est toujours dans cette coalition de la rupture qui est au pouvoir. Ceux qui sont de cette coalition et qui ont décidé de partir se sont exprimés.
se sont exprimés. Mais elle s'est exprimée, on a vu un peu qu'elle est beaucoup plus un peu violente par rapport au pouvoir en place, on a vu par rapport au projet et la proposition de loi portant amendement donc, de la Constitution. Et c'est vrai que le sujet fait beaucoup couler d'encre et de salive actuellement. Il y a eu donc cette réaction donc, de Mme Célestine Zanou, rapidement. Elle pense que la démarche actuelle a tout l'air d'une précipitation porteuse de suspicion et que les raisons évoquées manquent de pertinence en ce qui concerne bien sûr ce projet, cette proposition de loi. Et ça veut dire que c'est voilà, une dame qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis, au sujet du couplet des élections, elle estime que la démocratie a un coût. Bref, c'est que pour elle, il n'y a aucune urgence sur ces questions agitées pour toucher donc, à la constitution béninoise. Monsieur Jacques Ayadi. D'abord, ce n'est pas parce qu'elle serait, comment on appelle, de la coalition de la rupture, qu'elle ne peut pas avoir ses idées. C'est vrai que, bon, elle aurait pu partager ces idées-là, quelque part. OK? Mais ce n'est pas là le problème. Ce qu'elle a dit dans son papier que j'ai lu, c'est son idée. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'idée. C'est son point de vue, ça ne veut pas dire que c'est le point de vue. C'est sa vérité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas si vous arrivez à faire la nuance. La nuance. Bon, elle a dit par exemple que précipité, bon, je n'ai pas de jugement de valeur à faire par rapport à ce constat. C'est son point de vue. Ça peut être. Mais il y a des points sur lesquels je fais jugement de valeur. Lorsqu'elle caricature le groupage des élections avec le CEP, le BPC et le BAC, elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Parce que, déjà, la manière dont ces examens se déroulent aujourd'hui, c'est déjà groupé. C'est groupé. Parce que lorsque vous faites le CEP un lundi, vous commencez le BPC le lundi d'après et vous faites commencer le BAC le lundi d'après. Ça veut dire que en 3 semaines, vous avez fini avec ces examens-là. Donc il y a la période des examens. Donc les examens sont déjà groupés. Donc, quand on parle d'élections groupées, ça ne veut pas dire qu'on veut faire ces élections-là le même jour. Donc elle s'est déjà trompée sur ça. Donc je dis que c'est sa vérité. Je vais commencer par le dernier. De Sylvain Olulade. Le président de la République sait que je ne l'ai pas soutenu au premier tour des élections présidentielles. Il le sait très bien. Donc ce rappel n'est pas, c'est pas nécessaire. OK? Le président de la République le sait, mais pourtant, il m'a fait appel. Et il m'a mis là où je serai le plus utile pour lui. C'est déjà une grandeur que je n'aurais pas vue chez l'autre. C'est ça. Donc, ce discours-là, on peut dire que c'est rayé, ça. C'est rayé. J'ai mon point de vue aux élections. J'ai dit, tous ceux qui ont soutenu Boni Yayi en 2000, moi, je me base sur des principes pour agir. Je ne suis pas l'argent. Contrairement à ceux qui parlent là. Je ne suis pas l'argent. Je ne demande pas aux gens, donnez-moi l'argent, je vais vous défendre à la radio. Non. J'ai dit, tous ceux qui ont fait Boni Yayi en 2011, on peut avoir fait Boni Yayi en 2006. On peut se tromper de bonne foi. Mais de 2006 à 2011, il a montré. Tous ceux qui l'ont fait en 2011 sont disqualifiés pour moi, pour le remplacer. Je l'ai dit et je l'assume. D'accord? En 2006, Janvier Yahweh n'était pas le candidat qui avait les moyens. Mais j'ai dit, de tout ce que je vois là, celui qui a franchement combattu le gouvernement Kérékou, c'est lui. Donc si on veut remplacer là, il faut que je le soutienne. Mais quand au second tour, il m'a dit de soutenir Yayi Boni, appelez-le. Il va vous dire, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne le connais pas. Donc, s'il laisse ces histoires-là, le président le sait. Et je vais... Quelqu'un dit que je suis sur la table, ou bien comment il a dit, que le premier là,
Oui, le premier, voilà, justement, qui parle, bien sûr, donc il fallait créer le parti avant la rupture. Et voilà, qu'est-ce que... Vous avez pris la parole en son temps, vous dites gouverner, c'est prévoir, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, autant de Yahi vous ont soutenu, qu'est-ce que vous dites par rapport à la gestion, par rapport à... Non, il n'a pas dit ça. Moi, je sais bien ce qu'il a dit. Il dit que, voilà, j'ai dit que ceux qui dirigent ne sont pas des dieux qui peuvent se tromper. Et je n'ai pas ajouté qu'il faut pardonner. J'ai dit qu'il faut en parler. Mais quand on veut en parler là, il faut d'abord dire ce qui est bien. Et il dit que je n'ai jamais dit ça sous Boniaï. Il n'a qu'à aller fouiller mes archives. Il n'a qu'à aller fouiller. C'est comme mon ami Thierry devant nous, du Sinapec, là, qui a écrit un truc pour dire que bon, on voulait augmenter les PA de 50 francs dans ce pays, et que moi j'ai dit jamais on ne doit pas faire, et c'est maintenant moi qui viens augmenter de 100%. C'est faux. C'est-à-dire que lorsque les gens écrivent des choses qui sont pas faux, qui sont fausses, et qui font tout un raisonnement autour, moi il n'a jamais été question au Bénin ici d'augmenter les droits de passage. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est qu'il y a un péage à Hozo où il n'y avait pas de route. Et les gens vont passer dans la boue, ils vont contourner tout le bazar là. Et on va les cueillir à la fin pour qu'ils payent. J'ai dit non, c'est pas possible. Il faut arrêter, il faut suspendre ce péage là jusqu'à ce que les gens aient une infrastructure pour faire chose là. C'est ce qui a été fait. Donc, que les gens disent qu'on a voulu augmenter 50 francs, j'ai dit non, ce n'est pas des choses qui sont vraies. Et quand on veut prendre la parole, il faut autre chose là. Aujourd'hui, je suis directeur général de l'infrastructure. Peut-être que si j'étais ambitieux, ceux qui parlent là, je pourrais plus occuper ces postes-là depuis longtemps. Y compris sous le gars. Mais j'ai refusé. Ils n'ont qu'à aller. Ils savent que Guissard, c'est mon ami, il a été ministre de l'infrastructure, des travaux de décoration, et qui m'a appelé pour que je vienne. J'ai refusé. J'ai refusé. Interroger lui. C'est ça. On ne va pas aller dans les secrets. Donc, Jacques Ayadi n'est pas quelqu'un qui... Si je dis que je ne suis pas ambitieux, peut-être que c'est péjoratif. Mais c'est comme si. Je ne suis pas ambitieux. Je ne suis pas ambitieux. Et le président le sait. Le président le sait. Je ne suis pas ambitieux. Je ne suis pas, je veux tel. Non. Qui parmi eux on va vouloir nommer la personne. Et la personne va dire, tant que mon doyen, qui va à la retraite dans quelques mois, tant qu'il n'est pas à la retraite, je ne veux pas, que je suis prêt à attendre jusqu'à ce qu'il quitte pour me donner pour me passer de témoin avec beaucoup de choses là, de prières. Enfin, ils peuvent le faire eux. Donc moi, je sais que quand vous rentrez, vous décidez de faire le pas d'entrer en politique, ces trucs-là, ça ne peut pas manquer. Mais moi, je vais utiliser... Oui, très rapidement, oui. Comment on appelle la caricature de la course des grenouilles. C'est ça qu'il va utiliser. Parce que lorsque vous écoutez tout ça, vous n'allez pas. Et voilà un lot de grenouilles à qui on a demandé d'aller aux filles maman d'une pyramide assez haute. Elles ont commencé. Et, ils ne peuvent pas, ne peuvent pas. Et puis, une à une, elles se découragent. Mais il y a une de ces grenouilles-là, quel que soit ce que les gens disent, eh bien, elle n'est que dans l'effort. Et à un moment donné, elle se retrouvait là-haut là-bas. Les autres grenouilles étaient surprises. Comment elle a fait? Comment elle a pu faire? Elles se sont rapprochées d'elle pour savoir, mais comment tu as fait? Pour se rendre compte, en fait, qu'elle était sourde. Parce qu'elle était sourde, elle n'a pas été influencée par les mots d'ordre, les appels à découragement comme ça. Elle est allée là-bas. Je ne dis pas ça pour dire que je serai sourde aux gens. Parce que moi-même, je ne suis pas Dieu. Je peux poser des actes. Je peux faire des erreurs. Je peux être en train de faire des erreurs de bonne foi. Il faut que les gens me critiquent pour me permettre de revenir
sur le droit chemin. Donc j'écouterai les gens. Très bien. Qui vont vouloir que j'avance. Voilà. Mais ceux qui vont vouloir que ceux qui dont leur rôle c'est je ne les écouterai pas. Je vais avancer. Alors, est-ce que vous allez toujours continuer à manger avec les vétérans politiques? Est-ce que vous avez la chance, la chance de vous en sortir par rapport à ça? C'est une question toujours de niquaise. Et puis après, rapidement, M. Sébastien Nyonso parle de Métognon. Est-ce que pourquoi ne pas le mettre sous convocation? Et voilà, ainsi de suite. Moi, je suis pas un juge. Je viens de vous dire ce que je pense de Laurent Métognon. D'accord? Et je viens de vous dire le comportement qu'il a eu en tant que président du conseil d'administration. C'est ça. Je ne suis pas juge. On ne peut pas dire qu'on connaît à 100% quelqu'un. Peut-être que c'est les 2% ou bien les 5% que je ne connais pas là. Peut-être que c'est ça qui agit. Donc je ne vais pas dire pourquoi on ne met pas ce convention. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas le dire. La lenteur, bien sûr, des travaux et puis l'état très délabrement, bien sûr, du PLM à l'Edjo et du Africa également. Qu'est-ce que vous en dites? C'est la question de Porsche d'Aton. La lenteur des travaux, pour ce qui nous concerne, c'est vrai. Si Porsche d'Aton me suit bien, il doit savoir que je ne suis pas tendre avec ces entreprises-là. Je veux que ça avance. Mais ce n'est pas le Roi des Arts et le PLA Amédio à charge, donc il s'ouvre que je ne puisse pas vraiment en parler. Et je ne sais pas s'il y a encore une question. Je ne veux pas donner l'impression de fuir des questions. Vous avez parlé déjà du pillage. Je crois que voilà, l'État sacrifie. Vous avez demandé à ce que les Béninois fassent un peu des sacrifices par rapport au pont péage de l'État. Je crois que c'est la question de Sébastien Nyonso toujours. Hein. Et puis voilà, je pense que vous avez déjà répondu également à Cives, les derniers. Voilà. Donc je crois que c'est le pont péage qui reste seulement. Voilà. Donc, mais je veux dire simplement que moi je ne suis pas autour d'une table. Et vous savez, c'est le peuple même qui génère de la corruption. Parce que les gens pensent que lorsque vous êtes aux responsabilités, à une goubée, c'est ça, hein? Ça dit tu allais manger. Donc le peuple envoie ses élites pour aller voler. D'accord? Et même ce peuple même, qui m'excuse parce que moi je serai toujours direct dans mes propos, lorsque vous allez devant le peuple et vous demandez à vous mettre au service de ce peuple, parce que si moi je dis par exemple demain que je veux être député, c'est que je veux me mettre au service du peuple. Mais ce peuple me demande de lui donner de l'argent, d'accord, à lui, pour le servir. Je vais être président de la République, je vais donner mes idées, on dit, alors on nous dépoie. On demande de l'argent pour ce service, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez un champ, vous voulez cultiver, vous appelez des ouvriers pour travailler pour vous. Et ces ouvriers-là, vous leur exigez de l'argent pour qu'ils travaillent pour vous. Ça ne va pas marcher. Le mois vient pour régler un peu ces problèmes. Hier, j'étais au village. Et en une minute, on dit que Foufou, il est 28 heures, et il est sorti au fort. Maintenant, moi, mais j'ai rougi. Mais voilà encore le niveau dans lequel nous sommes. C'est ça. Donc, quelle est cette affaire de... Ce qu'il a dit, il le sait, il ne sait pas que je vais dire ça sur les antennes. D'ailleurs, mais là, votre ennemi. Après. Mais si je fais ça, et que par exemple, je m'endette pour le faire, et que finalement, je vis en responsabilité, c'est ça. C'est l'argent du pays que je vais prendre pour construire l'école dont ils ont besoin, pour construire le centre de santé dont ils ont besoin, pour tracer la route dont ils ont besoin. C'est cet argent que je vais prendre pour rentrer dans mes fonds. Et comme je sais que ces populations n'ont pas changé et que je ne veux plus m'endetter pour les prochaines élections,
eh bien, je vais, comment on appelle, je vais faire des réserves. Voilà, M. Jacques Ayadi, c'est la fin de cette émission. Vous avez 30 secondes, 1 minute pour votre mot de la fin. Vous savez, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. Pour la première fois, en tant que comme politique. Je ne sais pas si c'est Charles qui vous l'a demandé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il nous a calculé. Bon, il vous a dit de m'appeler, c'est un ami, je le salue au passage. Voilà. Je pense que des gens demandent si on n'a pas peur des vétérans. Moi, je suis bien. Et là, il y a un gros cabinet là. Moi, on ne peut pas faire une révolution générationnelle. On a besoin d'apprendre de ces années-là. Moi, à chaque fois que le professeur Détienne m'appelle pour dire viens prendre le petit déjeuner avec moi, je veux échanger. S'il n'a pas vu, je vais échanger avec toi, je vais partager des idées avec toi, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'il a lu en moi peut-être quelqu'un de respectueux, qui écoute. Donc on va pas faire, on a besoin de ça. C'est ça. Mais il faut autour de ses parents un courant pour quand même faire passer nos idées. Donc le moyen n'est pas là pour ce que les gens pensent. C'est ça. Le moyen est là pour inculquer le militantisme. Faire en sorte que les populations comprennent que lorsque on entre en politique et qu'on veut assumer des responsabilités politiques, on veut se mettre au service de ces populations-là. Et ces populations doivent contribuer à, comment on appelle, je sais pas, à ce que ce rêve-là se réalise, plutôt qu'en attendre des rétributions tout de suite et maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, oui, il y a des réformes qui sont engagées. Et ces réformes ont besoin d'un soutien ferme, d'un soutien pur et d'un soutien sans marchandage. Le moyen est là, pas pour soutenir l'homme, mais pour soutenir des idées. Lorsque les idées sont bonnes, nous allons les défendre partout, y compris publiquement. Voilà. Mais lorsqu'elles sont moins bonnes, on va dans les lieux appropriés en parler. Et je sais que celui qui est à la tête du pays aujourd'hui écoute beaucoup. Et il est même écouté ceux qui sont contre. Parce que j'ai déjà fait plusieurs réunions avec le président de la République. Il suit tout le monde et il regarde celui qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et vous, il donne la parole. Voilà, donc. Merci beaucoup, hein, puisque le service des programmes nous a quand même donné quelques minutes de plus, hein, parce que normalement on devait finir à 10h30 minutes. Monsieur Jacques, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur les antennes de OCFM et du Galfet de Parakou. Merci d'avoir été là. On va vous le tomber. De toute façon, je vous invite le 28, le samedi prochain, à Ouaya, pour cette sortie officielle. J'invite tout le peuple béninois à venir, à nous soutenir et à nous mettre à l'épreuve. Pour voir si nous allons faire le contraire de ce que nous disons. Voilà. Merci beaucoup. C'est avec ce mot, mesdames et messieurs, du président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin que nous réformons. Cas suitable de ce dimanche 22 juillet de l'année 2018. Monsieur Jacques Ayadi, vous étiez donc le 28e invité de l'année 2018 de cette émission. Merci d'avoir été là. J'aurais péché de ne pas saluer Jules Agbodiama. Ah oui. Parce que, je d'attendre parler de lui. Il était malade. Je sais qu'il a fait beaucoup de combats avec nous. Aujourd'hui, il souffre et il sait la proximité que j'ai avec lui. Mais je voudrais quand même profiter des antennes pour appeler tous ceux qui peuvent lui apporter des appuis. C'est ça. Pour qu'il quitte la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, puisse l'aider. Parce qu'il mérite vraiment que nous puissions l'aider à sortir de son état de santé actuel. Voilà. Conclusion donc à Gilles Agbodiama.
Merci donc à tous ceux qui ont participé donc à ce numéro. Partel Gomez et les confrères de Iban FM de Paracourt, Record Boudon à la mise en onde, Semiat Yessoufou à la caméra de Océan Télévision. Il y a également Chris Belmonture de la rédaction de Océan FM pour le résumé de cette émission Cas sur table. Également Marcus Kodjanou et puis Léonce Adjébé qui représentait le quotidien, le matinal dans cette émission, mesdames et messieurs. Eh bien, retenez tout simplement que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. C'est ce que, bien sûr, un des auteurs, je vais parler de Sénèque, voilà, a dit. Mesdames et messieurs, passez une excellente journée dominicale sur les antennes de Océan FM et à dimanche prochain. Au revoir.